Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Des qualités que l'histoire peut sans doute reconnaître à la reine Marie de Médicis, la modestie n'est sûrement pas la principale. Et notamment quand elle commande, on est au début des années 1620, quand elle commande au peintre Pierre-Paul Rubens toute une série de tableaux à sa gloire. Cet ensemble de grands tableaux, vous le savez, se trouve aujourd'hui réunis dans une salle du musée du Louvre. On regrette d'ailleurs le somptueux décor qui avait été réalisé au XIXe siècle pour les mettre en valeur et qui, pour une raison qui m'a un peu échappé il y a une vingtaine d'années, a été remplacé par quelque chose de très moderne et de beaucoup moins joli. Bref, à l'époque, au début du XVIIe siècle, il s'agissait d'orner les salons du Palais du Luxembourg à Paris, voulu par la veuve d'Henri IV, et le grand maître flamand, avec tout son atelier, a reçu pour consigne de célébrer les étapes essentielles de la vie de Marie de Médicis. Il y a une vingtaine de très grandes toiles, un tantinet pompeuse. Rubens est pressé par le temps, il va déployer avec maestria tout son art de la composition, du dessin, des valeurs, des contrastes, tout son art aussi de la propagande. Ce qui fait que, lorsqu'on voit le résultat, on est aujourd'hui un petit peu désarçonné par des œuvres qui, c'est vrai, sont magnifiques, mais qui entrent en opposition avec ce que l'on sait de la souveraine. Sur les tableaux, Marie apparaît sous les traits d'une épouse ardemment désirée par Henri IV. Sous les traits d'une régence capable d'assurer la félicité du royaume. Oui, d'une mère bienveillante au moment où elle passe le flambeau du pouvoir au jeune Louis XIII. Ça, c'est une autre histoire. Bref, à peu près tout le contraire de ce que l'on croit pouvoir dire de ce personnage par ailleurs tellement controversé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rubens, dans son œuvre, a beau jeu d'en appeler aux dieux antiques et de montrer un Henri IV attendri devant sa future femme pour éclipser subtilement toutes les motivations qui ont conduit en 1600 à cette alliance matrimoniale, des motivations qui n'étaient pas toujours très avouables, disons-le. Le roi de France aurait préféré un sang plus bleu, c'est certain, seulement ses conseillers l'ont convaincu. Ils ont en tout cas, eux, été convaincus par la dot très confortable qu'apportait la jeune Marie. Elle avait 27 ans, ce qui n'était pas si jeune pour l'époque. Elle avait tout de même 20 ans de moins que le roi. Henriette d'Entragues, la remuante maîtresse royale, rappellera volontiers les motivations réelles de cette alliance quand elle surnommera Marie de Médicis la grosse banquière, vous savez, et elle n'est pas la seule à avoir utilisé cette appellation. En réalité, les origines de la nouvelle reine de France ne sont pas si modestes qu'on pourrait le croire. Son père quand même est grand-duc de Toscane, sa mère est une Habsbourg, fille de l'empereur Ferdinand Ier. Marie d'ailleurs a grandi dans toute l'opulence du palais Pitti, ce somptueux palais florentin. Elle a reçu une éducation princière, ce qui ne veut pas dire pour autant que les malheurs l'aient épargnée, puisqu'après la mort de sa mère, elle a dû supporter la maîtresse de son père, qui était une simple bourgeoise. Et ça, pour la fière Marie, ça a été vraiment quelque chose de très dur. C'est peut-être l'origine de ce tempérament dédaigneux dont elle n'arrivera plus par la suite à se départir. À vrai dire, le choix de Marie par Henri IV va rassurer pas mal de monde. Tous ceux qui avaient craint que le roi n'épouse sa concubine et mère de plusieurs de ses enfants naturels, Gabrielle d'Estrées, ou celle qui lui avait succédé, Henriette d'Entragues donc, tous ces gens-là préfèrent le voir s'engager dans une voie plus présentable, plus diplomatiquement utile, avec une véritable princesse. Ceux qui attendaient une affirmation des orientations religieuses du roi, qui, ne l'oublions pas, a longtemps été le chef du parti protestant, tous ces gens-là se félicitent de le voir épouser cette princesse très catholique, qui va donc devenir reine de France. Je cite toujours avec le même plaisir Michel Carmona. Marie de Médicis va désormais affronter les tâches que le grand-duc, l'Espagne et le pape réunis lui assignent. Faire des enfants à Henri IV, le roi 2 fois renégat, afin d'assurer la consolidation du parti catholique en France et d'amarrer définitivement le royaume sur le plan international à la cause de l'Église apostolique et romaine. Voilà la mission confiée à Marie de Médicis.
Mission immense pour cette princesse réputée nonchalante et qui pourtant, à sa façon, va supporter tout cela avec l'endurance dont elle est capable. Disons les choses, ce n'est pas pour Henri IV un mariage de tout repos. C'est même assez tumultueux parce que la jeune femme qui arrive de Florence n'est pas tout à fait ce qu'on aurait pu imaginer. Avec sa chevelure dorée, son port altier, ses formes déjà bien généreuses telles qu'on les aime à l'époque, me direz-vous, elle est distante, elle est hautaine et elle est très altière, cette jeune femme. Et elle se raidit encore plus quand elle découvre tout ce qui va l'opposer à son époux, qui lui, vous savez, Henri IV, c'est cet homme familier, plein d'humour, qui n'hésite pas à se mettre à genoux pour jouer avec ses enfants, etc. Mais aussi ce qui va l'opposer, disons-le, à son pays d'accueil, les coutumes, le climat, la langue française, tout ça, ça l'ennuie, Marie. N'oubliez pas qu'elle arrive du Palais Pitti de Florence, sans doute l'endroit le plus raffiné de toute l'Europe, et la voilà dans cette forteresse du Louvre, qui à l'époque n'est pas du tout le Louvre que nous connaissons, qui est quelque chose d'assez lugubre, pas bien entretenu, ça la révulse. Et puis, il y a cette favorite, là, Henriette d'Entragues, qui ne se contente pas de se moquer d'elle derrière son dos, puisque Henri IV l'a conservée comme maîtresse de façon très active. Et cependant, il n'y a qu'une reine. Et ça, Marie va le faire comprendre. Elle a ce caractère bien trempé qui va l'aider à imposer sa marque. Et si vous prenez par exemple l'installation au Louvre, eh bien, Marie sait tout de suite marquer son territoire. Je cite Françoise Kermina. Les 5 pièces qu'elle occupe au premier étage sont bientôt remplies d'objets précieux, parfois excentriques, des lampes d'albâtre, des coupes de jaspe, des miroirs de Venise cerclés d'or et des bougeoirs de vermeil. Elle sait aussi faire chatoyer ses tenues. Il faut vous dire qu'elle adore les bijoux et évidemment, on va en profiter pour l'accuser d'être par trop dépensière. Il ne faudrait pas oublier l'éclat qu'elle offre à la jeune dynastie des Bourbons. Mais tout ça n'est rien à côté de l'événement qui survient pas très longtemps après son arrivée en France, c'est-à-dire sa grossesse et la naissance d'un dauphin, Louis. Louis qui n'est que le premier des 6 enfants qu'elle va donner à Henri IV au cours d'une décennie. Et tout ça au milieu des disputes. On dit qu'il arrive assez fréquemment qu'au Louvre, la vaisselle vole bas. Elle ne supporte pas les infidélités du roi, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que pour autant, la nouvelle reine s'entend si mal avec le vieux roi ? Françoise Kermina, qui ne nie pas le caractère orageux de ces relations, nuance les choses. Ils formèrent, en dépit de tout, un couple heureux, dit-elle, partageant notamment leur nuit, leur amour de la bonne chère, leur émotion renouvelée de devenir parents. Henri IV semble même accorder à Marie une relative crédibilité puisque, au mois de mai 1610, alors qu'il s'apprête à partir en guerre contre les Habsbourg, il entend lui confier les clés du royaume et à cette occasion, il va même lui offrir un sacre grandiose. Vous savez que dans la tradition française, les reines de France, normalement, ne sont pas sacrées. Eh bien, on va sacrer Marie de Médicis à Saint-Denis et c'est d'ailleurs dans le tumulte des préparatifs pour la joyeuse entrée qui va succéder à ce sacre qu'aura lieu l'assassinat d'Henri IV. Dès le lendemain, le 14 mai, ça c'est un séisme. À l'époque, le dauphin n'a même pas 9 ans. La dépouille du roi est à peine étendue au Louvre, qu'on scrute bien sûr les faits et gestes de Marie, la nouvelle reine sacrée. Nouvelle reine très proche d'ailleurs de toute la petite coterie dont on doit pouvoir dire qu'elle a au moins facilité, sinon organisé, la mort du roi. Donc vous voyez le climat. Est-ce que Marie est une veuve joyeuse ? C'est difficile à dire, même elle s'est montrée en tout cas absolument effondrée de la mort de son mari. Peut-être est-elle aussi, pour certains, une veuve coupable. En tout cas, son attitude est tout à fait digne. Quant à l'imaginer protégeant les conjurés, voire même participant au complot, non là, il faudrait des preuves que nous n'avons pas. Mais c'est vrai qu'elle est au centre d'une petite coterie qui évidemment n'a pas été favorable à Henri IV. Comme le souligne Simone Berthière, l'obstination de la reine à jeter un voile de silence sur l'assassinat du roi n'est pas forcément un aveu de culpabilité. La sagesse voulait qu'on laissât refroidir ces cendres brûlantes. Sa qualité de veuve du bon roi Henri le Grand lui confère une autorité accrue, renforce ce pouvoir dont l'accès lui est soudain ouvert et pour lequel elle va se découvrir
une irrépressible passion. Et ça, c'est la grande surprise de cette année 1610 avec la mort d'Henri IV, c'est que Marie de Médicis aime régner et même elle a un vrai goût pour le pouvoir. À partir de ce moment-là, sur la scène politique, on va l'observer, bien entendu. On va l'observer avec beaucoup de critiques et même beaucoup de sévérité et, disons-le pour pas mal d'observateurs, avec du mépris. D'abord, il faut constater qu'elle parvient à s'imposer en quelques heures à la tête de l'État. Les grands du royaume, qui sont avides, remuants, sont pris de court et Marie va imposer une nouvelle image. Celle qu'on prenait pour une princesse gâtée, nonchalante, devient une souveraine assidue et sérieuse. C'est important de le souligner. Et face aux manipulations des princes qui sont là pour la défier, elle va maintenir un semblant de concorde. Elle distribue des écus par milliers, quitte à siphonner les caisses du royaume au passage. En cela, elle est fidèle à son mode de fonctionnement. L'argent comme remède à tous les tracas. D'ailleurs, en 1612, elle achète l'hôtel du duc de Luxembourg pour faire bâtir à la place un palais extraordinaire et raffiné. Bon, ça c'est le beau côté d'un mécénat prodigieux qui parfois s'est un peu dissipé dans des dépenses somptuaires. Malgré tout, certains aspects de cette prodigalité agacent non seulement la cour, mais la bourgeoisie parisienne et au-delà, d'une façon générale, le royaume. On sait que cette reine, en plus, est irrésolue, qu'elle a de plus en plus tendance à confier les rênes à un couple de favoris italiens, les fameux Concini, qui vont amasser sur son dos et sur ceux du royaume une fortune colossale. Tout ça nourrit des jalousies. Et Marie devrait se méfier un peu plus de tous les dangers qui la guettent. Pour le moment, s'inspirant peut-être du modèle d'une autre Médicis, Catherine, qui l'avait devancée d'une génération et demie, elle travaille à la stabilité du royaume et ça se traduit notamment par le maintien au pouvoir d'un certain nombre de proches d'Henri IV, par des liens qu'elle va tisser avec des princes protestants, elle, la très catholique, mais oui. C'est un projet qu'elle soutient avec beaucoup de caractère. En 1612, 2 mariages historiques sont annoncés. Celui du jeune Louis XIII avec l'infante d'Espagne, donc là on est avec Anne d'Autriche, l'alliance catholique absolue. Et le mariage de la princesse Élisabeth, la sœur du roi de France, avec le futur souverain espagnol. Bon, l'axe Madrid, enfin Tolède ou Madrid comme vous voudrez, Paris, est tout à fait assuré. C'est un rapprochement avec les Habsbourg, et ça suscite bien sûr beaucoup d'opposition. Vient l'an 1614, les 13 ans du roi Louis XIII. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que c'était l'âge de la majorité pour les rois de France. Louis XIII est maintenant majeur, et à ce moment-là, les mariages espagnols, l'ascension des Concini, conjugués à l'avidité des princes, tout ça pousse le pays tout près de la guerre civile. Et après une réunion des États généraux, Marie se maintient à la tête du Conseil avec un bilan qu'on doit pouvoir qualifier de mitigé. Je cite Michel Carmona de nouveau. La reine n'a eu qu'une obsession, maintenir la paix. Elle a en gros réussi à tenir son pari contre les grands, contre les protestants, contre ceux qui auraient voulu la voir entraîner la France dans une politique plus active à l'extérieur. Le prix qu'elle a dû payer est élevé, qu'il s'agisse de l'épuisement du trésor de la Bastille et de la ruine des finances de l'État, qu'il s'agisse de l'effacement croissant de la France sur la scène européenne. Et les mois passent et l'accaparement du pouvoir attise les mécontentements de tous ceux qui s'en voient privés. Et puis surtout, il y a ce favori, là, ce Concini, ce maréchal d'Ancre, comme il a pris le titre, qui est devenu un peu le grand marionnettiste dont les fils deviennent vraiment très visibles. Un personnage clé a été minimisé dans toute cette affaire. Il est en train de pointer le bout de son nez pour l'instant. Oh, on ne fait pas très attention à lui, mais on a tort. C'est le tout jeune roi, c'est le jeune Louis XIII. Louis XIII en a assez d'être un peu mis en marge et d'être regardé de haut par le gros Concini. Une des grandes erreurs politiques de Marie, c'est de négliger ce fils qu'elle a sous-estimé. Louis devrait être formé à son métier de roi. Seulement, sa mère est le favori, et on pourrait ajouter Léonora Galigai, l'épouse du favori. Tout ce petit monde-là n'est pas prêt à lui transmettre le pouvoir. Ce manque de formation ne veut pas dire que pour autant l'adolescent n'apprenne pas l'art
essentiel des souverains, l'art de la dissimulation. Et d'ailleurs, le voilà qui s'entoure de fidèles. Il y a notamment le fringant Charles d'Albert de Luynes, avec lequel il prépare la fin de la régence aux dépens de sa mère. Vous connaissez l'histoire. Le 24 avril 1617, les dés sont lancés sur la table du pouvoir. Marie, ça va sans dire, n'a pas les bons chiffres à ce jeu de dés et Concini va être tué par surprise avec l'assentiment passif du roi Louis XIII qui va dire depuis sa fenêtre, vous savez, sur la cour centrale du Louvre, « À 7 heures, je suis roi ». Simone Berthier parle de matricide détourné. C'est vrai que Louis XIII agit en fils blessé qui va exiler sa mère au château de Blois en compagnie d'un jeune politique qu'elle avait promu et qui n'est autre que Richelieu. Et dans ce château historique où elle est assignée à résidence, elle met le plus de brillant possible à un quotidien d'exilés avec des spectacles, avec le fleurissement des jardins, avec l'accumulation d'objets d'art. Mais la vérité, c'est qu'elle n'accepte pas ce statut de mère rejetée. Alors, elle va tisser des liens avec les barons rebelles et un matin de l'hiver 1619, elle ose la chose la plus inouïe qu'on puisse imaginer, en pleine nuit. Voilà que Marie, qui est quadragénaire et qui est en train de devenir un peu obèse, il faut bien le dire, Marie va réussir à se faire la belle. Elle fuit le château de Blois, elle descend quand même attachée à des draps sur la façade. Faut voir comment ça se passe. Ça va être le début de toute une série de conflits et de réconciliations bancales entre la reine-mère et Louis XIII. Ces guerres de la mère et du fils vont durer jusqu'en 1620 et après ça, le roi qui culpabilise de la mauvaise entente qu'il a lui-même contribué d'instaurer va lui permettre à sa mère de retrouver une place à la cour puis au conseil. Quant à Richelieu, vous savez à quel point il va briller. Louis XIII, depuis la mort de Luynes, on est à la fin de 1621, est en quête de quelqu'un sur lequel il puisse se reposer. Et il a compris quelle est l'extraordinaire, la puissante intelligence de Richelieu, bien sûr. Et ça va être le début d'un duo extraordinaire à la tête du pouvoir en France. Dans un premier temps, cette concordance de vues va faire plaisir à la reine-mère, sauf que la reine-mère ne comprend pas qu'un jour, elle sera littéralement trahie par Richelieu, qui va profiter de la journée des dupes en novembre 1630 pour mettre définitivement fin à sa puissance. Voici ce que racontait Arnaud Tessier dans Historia. « Je suis sûr que vous parliez de moi », s'écrie Richelieu quand il arrive chez la reine-mère en train j'allais dire de dézinguer, vous m'excuserez l'expression, en train de dénigrer le travail du cardinal. La reine nie, le cardinal insiste, nous dit Arnaud Tessier, puis elle s'écrie, la poitrine gonflée, la voix haletante, « Eh bien oui, nous parlions de vous comme du plus ingrat, comme du plus méchant des hommes !» Louis XIII tremble comme une feuille devant la colère de sa mère. Il va finalement se retirer à Versailles sans donner d'arbitrage. La reine-mère déjà est en train de fanfaronner. Elle a tort puisque le soir même, ça va être non seulement le maintien de Richelieu dans ses fonctions, mais la chute de tous ceux qui soutenaient Marie de Médicis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la reine-mère va être poussée cette fois à quitter la France. Elle va passer des Pays-Bas espagnols en Hollande jusqu'en Angleterre où elle retrouve sa fille et son gendre, le roi Charles Ier. Elle complote, elle embarrasse, elle coûte cher. Et disons les choses, elle est un peu indésirable. Elle s'est donné pour but d'abattre Louis XIII et Richelieu confondus dans une même haine, sa lutte et sa raison de vivre. Elle lui a même fait le sacrifice de ses bijoux, nous dit Michel Carmona. Et de son côté, Louis XIII, avec Richelieu, qui est là avec lui, Louis XIII va se montrer inflexible. Il est prêt, certes, à offrir à sa mère une retraite honorable à Florence, mais elle ne veut même pas en entendre parler. Et bientôt, Louis XIII ne prendra même plus la peine de la tenir au courant des grandes nouvelles, notamment la naissance du dauphin en 1638. Elle apprend ça presque par hasard. Elle est grand-mère sans le savoir. La fuite de Marie s'achève à Cologne, où elle meurt en juillet 1642. C'est-à-dire juste avant le roi Louis XIII lui-même. Il aura eu le temps de faire rapatrier la dépouille de cette mère dont il a eu tellement de mal à se faire aimer, il n'y est jamais arrivé au demeurant. Elle est inhumée peu avant lui à Saint-Denis. Elle retrouve comme cela, symboliquement, sa place dans cette dynastie des Bourbons qu'elle aura, somme toute et malgré tous ses défauts, contribué d'affermir et de faire rayonner.